Bienvenue à vous tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc Benjamin Baudin, hyper d'anglais sur l'Académie de Créteil. Et voilà, directeur pédagogique avec ma collègue et amie Sabine Requier-Ulrich. Donc Sabine Requier-Ulrich, enseignante et formatrice dans l'Académie de Montpellier et à Nîmes pour être plus précise. Voilà. Donc, Benjamin. donc après concertation avec Perrine Dutertre, donc, qui dirige la collection, nous avons choisi d'axer ce webinaire sur la question du développement des stratégies de compréhension et d'expression, qui nous paraissent être une question centrale dans l'enseignement, dans la démarche pédagogique, et sur laquelle nous avons essayé, avec Skywalk Second, de proposer une approche un petit peu différente de ce que l'on peut voir d'habitude, et qu'on espère suffisamment cohérente pour remporter l'adhésion de nos collègues. On va commencer tout de suite, tranquillement. Alors allons-y. Donc la seconde classe bien particulière, comme vous le savez, les élèves nous arrivent du collège, pardon, excusez-moi, et débutent le lycée et vont petit à petit se préparer pour le post-bac et donc sont en cours d'acquisition de l'autonomie nécessaire pour réussir des études en post-bac, quelles qu'elles soient. Et donc, la question de l'autonomisation a vraiment été au cœur de notre réflexion lors de la conception de Skywalk. Et nous avons réfléchi notamment sur la question de la transférabilité de la compréhension et de la production, des stratégies qui permettent à l'élève petit à petit de gagner en autonomie. Voilà. Donc, nous avons veillé à ce que au moins un document de chaque unité soit suffisamment modélisant pour réussir la mission, c'est-à-dire la tâche finale qui clôt chaque unité. Nous avons aussi veillé à ce que le type de discours qui correspond à cette mission en production donc se retrouve effectivement aussi dans l'unité, toujours sous forme de documents modélisants. Et nous avons aussi veillé à des tâches intermédiaires, à la présence de tâches intermédiaires et dont va vous parler mon collègue Benjamin. Donc des tâches intermédiaires, voilà, qui vont jalonner le parcours. Alors, en fait, c'est la diapo précédente, toujours. Merci beaucoup, Antoine. Donc le rôle de ces tâches intermédiaires, voilà, qui sont de nombres variés en fonction de la longueur des unités. Vous avez certainement déjà vu les spécimens dans vos établissements. Vous avez vu qu'il y a des unités de longueur variable euh, de la réalité des ces tâches étaient donc une dans chaque unité. Ça montre les contenus culturels et lance langagière et linguistique pour la réalisation de la tâche finale. Et là encore, ces tâches intermédiaires ont pour vocation de varier les types de discours et de production, et toujours en lien avec les documents qui sont travaillés au fil des unités. Donc si on regarde un petit peu maintenant sur la question de l'enseignement explicite et des stratégies. De cette slide, donc qui est extraite de la synthèse de la recherche du Conseil d'éducation nationale en juin 2022, de les termes, dans la conception de Skyworks, l'équipe d'auteurs et de coordinateurs part du principe que la compréhension et l'expression nécessitent un enseignement explicite de la part du manuel et de l'enseignant. C'est-à-dire pas seulement apprendre, mais surtout apprendre à faire.
Donc, l'exercice pour nous consistait à trouver un équilibre à chaque séance entre trois objectifs fondamentaux, qui sont les objectifs que vous déclinez vous-même dans vos enseignements séance après séance. Donc, trouver un équilibre entre un objectif culturel fort, adossé à la réalité de la sphère anglophone, un objectif ou plusieurs objectifs linguistiques pour approfondir, enrichir les capacités d'expression et de nuance des élèves. Et enfin, et c'est tout le sujet de ce webinaire, un objectif langagier, c'est-à-dire rendre l'élève toujours plus autonome dans l'activité langagière qui est travaillée, qu'elle soit une activité langagière de compréhension ou de production. Et donc c'est pour ça que dans la conception Skywalk, nous accordons une importance primordiale à la transmission de stratégies explicites. Vous le verrez dans le manuel, que ce soit dans les pages de méthodologie, dans l'exploitation des documents dans les unités, dans la construction des compétences de production en tâche finale. L'objectif étant que les élèves apprennent à faire toujours un peu plus, toujours un peu mieux, ou apprennent à faire différemment, autrement, dans les activités langagières sollicitées. Donc, sur la question des stratégies transférables. Donc oui, le transfert est la dernière phase de l'apprentissage d'une notion, et donc c'est la phase qui mène à l'autonomie, l'autonomisation de l'élève. Donc, une stratégie, elle est bien sûr souvent spécifique à un document particulier, un dialogue, une image, un reportage, que sais-je, mais quand l'élève est capable de la mobiliser, de la réinvestir, de l'adapter à un autre document en autonomie, ce que nous visons en fait déjà dans une évaluation systématiquement, pour évaluer cette capacité de transférer, de mobiliser d'abord, pardon, de transférer et d'adapter ce qu'ils ont appris en amont de l'évaluation à ce nouveau document sur lequel justement on évalue cette capacité de transfert. Et donc c'est grâce à ce transfert qui est indispensable que l'élève gagne en autonomie et qu'il gagne en autonomie dans la durée. Et c'est ce qui pour nous a été très important dans Skywalk, c'est-à-dire faciliter l'utilisation à long terme, ce qui signifie aussi une mémorisation à long terme, et pas quelque chose de flash à court terme qu'ils auront oublié dans 1 ou 2 mois. Le transfert, donc les stratégies transférables, garantissent que l'apprentissage qui a été fait est fait sur du long terme dans l'activité langagière. Et donc on va passer à un cas concret. Ce cas concret, donc, les fameuses WH questions, qui est une pratique de classe, comme vous le savez, qui est très fréquente, on peut dire traditionnelle, voire même qui est considérée comme incontournable. On l'a tous fait, on le fait tous, et ça va se faire encore. Mais les WH questions sont-ils vraiment une stratégie? Si elles en sont une, en tout cas, elles connaissent ses limites. On va détailler ici. Sabine, si tu veux commencer, ou Oui, bien sûr. Voilà. Alors, les WH questions posées, c'est-à-dire des consignes posées de façon assez brute sur les WH questions, ne permettent pas à l'élève de faire le distinguo entre les éléments qu'il a repérés grâce à cela, à ces consignes, c'est-à-dire des éléments qui vont être utiles à construire le sens du document, ou des distracteurs. Et nous allons voir tout à l'heure, grâce à un exemple précis tiré de Skywalks, comment un texte apparemment simple, avec peu d'obstacles, peut devenir porteur d'obstacles si on rentre directement dans sa mise en œuvre par des questions en WH de façon assez brute et sans avoir distingué certaines caractéristiques du texte qui font que ces questions n'amènent pas à la construction du sens. Benjamin, vas-y, je te passe la parole. Merci Sabine. La deuxième limite des WH questions, c'est que très souvent, poser des questions WH, ça relève d'une pratique de vérification de la compréhension,
Par vérification, évidemment, on entend évaluation. À l'inverse, donc, ce ne sont pas forcément des prompts qui permettent d'aider les élèves à accéder au sens des documents, ce qui, là, s'inscrit dans une perspective d'entraînement. Donc, c'est pour ça que les WH questions, nous éprouvons une certaine méfiance quant à leur utilisation. Sabine? Oui. De plus, donc, ces WH questions ne permettent pas de construire une compréhension fine du document. On reste sur de la compréhension globale. Or, avec les nouveaux programmes en seconde et les niveaux du CECRL visés, donc qui s'approchent de B1, la compréhension globale ne suffit plus. Il faut aller au-delà de cette compréhension globale. Et donc, ces WH questions ne permettront pas à l'élève ni d'avoir une compréhension fine, ni, si elles sont menées de façon à nouveau assez brute, d'avoir un accès à l'implicite qui est quand même une compétence que l'on travaille à partir de la seconde pour viser le B2 plus tard. Et enfin, last but not least, donc, les WH questions, c'est une démarche qui n'est pas forcément adaptée à certains types de supports ou certains types de discours. On va prendre un exemple très simple. Si on fait travailler aux élèves un CV contient des informations prévisibles dans lesquelles les WH questions peuvent éventuellement s'appliquer. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois qu'un élève a répondu à la WH questions, il n'y a plus rien à négocier. Sur un type de discours qui est donc informatif, les WH questions peuvent fonctionner de la négociation du sens. Par contre, sur d'autres types de documents ou de types de discours, là, ça devient nettement plus compliqué. Sur un type de discours de type argumentatif, par exemple un échange verbal entre deux personnes qui sont en désaccord sur telle ou telle motion, faire des repérages en WH peut justement mener à des contresens, notamment parce que les élèves ne peuvent pas hiérarchiser. Si ces WH font référence à la situation dont ils sont en train de parler, une situation antérieure, une situation future, etc. Donc, voilà, pour conclure sur les WH, nous avons souhaité, dans Skywalks, emmener la démarche enseignante au-delà de cette tradition de questionnement et aller sur la construction de réelles stratégies de compréhension et d'expression. Donc, si on passe à la suite, maintenant, vous avez un exemple qui vous est donné. Voilà donc un exemple concret de Skywalks, qui est donc un petit issu donc, du manuel d'une unité portant sur l'axe 5 des nouveaux programmes créés et recréés, plus particulièrement sur le mythe du cowboy. Il s'agit d'un reportage vidéo sur la contrition des cowboys noirs, le développement de l'Ouest américain et la transmission de leur savoir-faire. À la lecture de cet extrait du script que nous avons surligné de couleurs différentes en rapport avec les différents types de WH questions qui peuvent être posés à l'élève, on se rend compte. Donc, si on passe par ces WH questions, on a globalement ce qu'on a souligné des réponses who, when et where. Mais en fait, si je peux en prendre l'exemple des who en jaune, l'élève va être tenté de relever, et on va en parler après plus précisément, les noms de Bill Pickett, de Nat Love, de Stagecoach Mary, et de Jesse Stoll, qui en fait n'ont aucune fonction dans la mesure où ce sont des exemples de professionnels du rodéo connus dans le milieu, donc culturellement très marqués. Et pour le premier Bill Pickett, vous voyez qu'il est inclus dans le nom du rodéo. Donc il s'agit du nom du rodéo itinérant, qui est bien sûr
un hommage à une star du rodéo, mais en aucun cas ces mots-là ne correspondent à des gens qui interviennent et qui participent à la vidéo. Le problème suivant, si on reste sur les noms, est qu'ils vont être très difficiles, en tout cas dans le cas d'une compréhension orale ou d'une compréhension de documents vidéo, à repérer. Et le repérage de noms propres dans le flux sonore est particulièrement compliqué. Donc, quelle solution reste-t-il à l'enseignant? Soit de les donner, ces noms propres, pour que les élèves n'aient pas de problème à les reconnaître, mais dans ce cas, la question WH ne se justifie plus. L'enseignant va-t-il tous les donner? S'il ne donne que les noms des gens qui ont un impact dans la construction du sens sur cette vidéo, ben, les élèves vont aussi entendre ces autres noms. Que vont-ils en faire? Vont-ils les relever, ne pas les relever? La question reste ouverte. Donc, on arrive très vite à une impasse. Et si on regarde le soulignage vert, c'est également, c'est cette fois-ci un soulignage sur le temps, sur le lieu, pardon. L'ouest, en fait, l'élève va être tenté de relever ce terme, sauf que ce terme ne décrit pas du tout l'endroit où se passe l'action, mais c'est une référence à l'Ouest mythique et au rôle des cowboys noirs dans cet Ouest mythique. Donc, à nouveau, un repérage va amener en fait une erreur d'interprétation sur le document. Et c'est un repérage en WH qui peut pour nous, enseignants, paraître aisé à faire pour l'élève, mais en fait qui génère des obstacles. Donc, pour Benjamin, tu vas donc pouvoir... Alors, la suite est encore pour toi, Sabine. Ah, pardon, oui, excusez-moi. Oui, au-delà des questions en WH, la question en fait que l'enseignant se pose naturellement devant tout document, c'est quels sont les repérages que je veux amener les élèves à faire? Et surtout, dans quel but? Donc, ces deux étapes, on le sait, sont fondamentales, c'est-à-dire pour produire, d'abord pour comprendre et ensuite pour produire, on passe par une étape de repérage d'éléments et ensuite de mise en réseau de ces éléments, les uns avec les autres et avec des éléments d'information qu'ils ont pu acquérir lors de l'anticipation ou de questions précédentes, de façon à construire du sens. Donc, par exemple, pour un texte, il peut être pertinent, notamment pour un texte littéraire, de faire repérer, de lui faire retrouver la situation sociale. Si on part de la question en WH, pardon, qui porte sur la question, cette question déjà pose problème, parce que qu'est-ce qu'on attend comme repérage? S'agit-il de la personne qui parle, donc du narrateur? S'agit-il des personnages actifs, des personnages mentionnés? On a toute une variété de possibilités. Donc, plutôt que de partir de la question who, nous, on a préféré partir dans Skybox, donc de stratégie transférée, comme faire distinguer les parties dialoguées des parties narrées dans un document. Alors, quel intérêt de faire ce distinguo? Le dialogue va mettre en évidence les personnages et le contexte diégétique. Si l'on demande à l'élève dans un dialogue de faire repérer et de relever les mots avec des majuscules et puis de trouver à quoi ils correspondent, les lieux, les personnages actifs, les personnages mentionnés, les références culturelles, les événements historiques, on retrouve là tous les éléments qui vont faire la situation initiale et on est sur les éléments diégétiques. En revanche, si on leur demande de se concentrer sur les parties narrées, cette fois-ci, avec la même recherche de qui parle, on va avoir des informations sur le narrateur et sa nature. Est-ce qu'il est extradiégétique, externe ou interne, intradiégétique, sur des notions de raconte-t-il sa propre histoire ou en raconte-t-il une autre? On va avoir le contexte d'énonciation
Et on peut citer par exemple le tout début de Scarlet Letter de Hawthorne, où dans le premier chapitre, c'est le narrateur de ce qui va suivre qui raconte comment il a découvert cette histoire qu'il va nous narrer par ailleurs et enfin, à travers quel document il a découvert cette histoire. Et ensuite, on passe à l'histoire derrière avec des personnages. Donc, on voit bien ici qu'on est sur deux who différents et que plutôt que de rentrer directement par la question, on peut faire distinguer des parties dialoguées des parties narrées. Et ça nous amène à réfléchir sur quelles consignes je formule en tant qu'enseignant pour amener les élèves à faire ces repérages et puis les mettre en réseau pour construire le sens. Et donc, on va passer justement sur des exemples à présent, extraits de Skywalks, de mise en œuvre, que nous avons essayé d'orienter dans ce sens. Voilà. Donc on vous a proposé voilà, trois extraits différents de Skywalks qui portent sur des activités langagières diverses, compréhension écrite, compréhension orale, compréhension vidéo. On garde à l'esprit, on a toujours essayé de garder à l'esprit au cours de la rédaction de Skywalks que demander à l'élève de comprendre, c'est lui demander de faire sens d'un document qui est écrit ou lu ou déclamé dans une langue qui demeure pour lui une langue étrangère. Ça implique donc de proposer des consignes qui non seulement vont baliser les étapes de compréhension, donc de façon graduée, hein, le plus souvent, du plus explicite vers l'implicite, et d'autre part, de donner à l'intérieur de ces consignes des stratégies concrètes, explicites, que l'élève va devoir mobiliser et apprendre à mobiliser pour accéder au sens plus facilement. Donc ça passe vraiment par une analyse des documents, de quels sont ces obstacles et quels sont ces leviers. Si on regarde le premier document qui est proposé, donc Unique Heritage, merci beaucoup Antoine, voilà, c'est un document vidéo sur l'importance des totems dans chez les First Nations au Canada. Donc, c'est un reportage dans l'atelier de confection de Totem Poles. Si vous regardez la consigne 2 est adossée à un phénomène phonologique où on demande aux élèves de se focaliser sur les nombres et sur les mots qui sont répétés, donc qui sont des phénomènes très fréquents dans un enregistrement audio, afin de pouvoir utiliser ces aides stratégiques pour pouvoir trouver des informations sur, en l'occurrence, le sculpteur et les totems qu'il façonne. Ensuite, dans le document suivant, voilà, donc là on est sur une compréhension écrite, on est sur un flyer qui fait la promotion des chasses aux fantômes et autres escape games en Écosse, terre de fantômes et de tradition. Là, cette fois-ci, si l'on regarde les consignes, c'est la compétence lexicale qui est mobilisée avec cette rubrique qui s'appelle Howard's Work, où on demande aux élèves de se concentrer, cette fois-ci, sur tous les noms qui sont formés avec un préfixe privatif. Unknown, infamous, unspeakable, pour expliquer quelle est l'impression, le sens véhiculé par ces adjectifs privatifs, pour rendre compte de l'effet produit. Enfin, dans le dernier document qui vous est proposé, donc là encore, c'est une compréhension écrite de type article de presse, dans une unité qui porte sur les adaptations de l'industrie du cinéma à Hollywood avec l'avènement de l'intelligence artificielle, vaste sujet. La dernière consigne que vous voyez avec l'encart Grammar vous demande « Discuss what the next Avatar film may look like based on what the final sentence says ». Donc, l'idée est de relier par le sens un fait de langue grammaticale avec le document support. Donc ici, on suscite le besoin linguistique en aval en fin d'exploitation plutôt du document à l'étude. Donc, cette idée est que les faits de langue grammaticaux ne sont jamais un saupoudrage que l'on déverse unité par unité parce que, voilà, parce qu'il en faut, hein, il faut absolument faire de la grammaire et de toute façon, c'est une contrainte éditoriale.
Voilà, il en faut. Mais l'idée, c'est d'adosser vraiment l'exploitation des faits de langue au sens véhiculé par les documents de l'unité. Alors dans Skyworks, vous avez 2 points grammaticaux par unité. Si nous passons maintenant à la suite, retour à Alors, Sazon. nous avons produit à nouveau dans Skyworks des types de contenus qui vous sont familiers, puisqu'ils existent ailleurs, qui sont des fiches de méthodologie qui, pour nous, visent à l'autonomisation de l'élève. Mais on les a couplés, on a fait le choix de les associer à des tutos vidéo de par la nature même de ces tutos vidéo, l'élève peut utiliser en autonomie ou en prolongement de l'exploitation des documents vus en classe. Alors, les fiches, on les a déclinées en étapes clairement identifiées qui visent à donner à l'élève, toujours dans cette idée de transférabilité, un réflexe de se poser des questions dans un ordre logique pour, dans le cas de la fiche qui vous est présentée, comprendre un texte littéraire en partant du plus évident au moins évident. La différence avec les tutos qui sont associés à ces fiches méthodologiques, c'est que ces tutos verbalisent, eux, la démarche intellectuelle, s'adressent directement à l'élève et verbalisent la démarche intellectuelle en utilisant la méthode du pas à pas pour éclaircir, élucider, rendre encore plus évidente pour l'élève, si c'est possible, la démarche qu'on a mis en lumière dans la fiche de méthodologie. Voilà. Alors, l'exemple suivant, la page suivante, nous passons à une autre ressource pour laquelle nous avons vraiment veillé à travailler sur cette transférabilité des activités demandées aux élèves. Nous sommes là, donc c'est une worksheet, pardon. C'est la version élève de la worksheet, puisqu'il existe aussi une version corrigée pour l'enseignant, avec bien évidemment, comme son nom l'indique, les corrigés de chaque activité, de chaque question qui se trouve dans la fiche élève. Et ces worksheets, il y en a pour chaque unité. Elles portent sur des documents dans chaque unité pour lesquels on a estimé qu'il fallait un étayage, un soutien supplémentaire à l'élève, plus précis que celui qui est proposé sur la page sur laquelle se trouve le document. Certaines de ces worksheets détaillent des activités de différenciation qui sont mentionnées sur les pages du manuel, qui existent et sont détaillées aussi, mais qui sont encore détaillées davantage dans les worksheets qui correspondent. Alors, celle que vous avez sous les yeux porte sur un texte littéraire issu de l'unité 15 de Skyworks, qui se situe lui aussi dans l'axe 5 créer et recréer, mais cette fois-ci dans l'objet d'étude réinterprétation d'un conte ou d'une légende. Et nous avons intitulé cette unité Goodbye Cinderella. Et donc, cette worksheet porte sur un texte littéraire qui est une réécriture contemporaine du conte et qui présente dès la lecture un obstacle à la compréhension, obstacle lié aux personnages et à leurs actions. Alors, cet obstacle vient du fait que dans ce texte que nous avons choisi, il y a 2 récits enchâssés. Et donc, pour comprendre le texte et comprendre la chronologie du texte, qui est essentielle donc à vraiment sa compréhension, le distinguo en récits qui se passe bien évidemment à 2 moments différents. Donc, une consigne centrée sur le repérage exclusif des éléments répondant aux WH questions mettrait l'élève en difficulté parce qu'une telle consigne ne lui permettrait pas de réaliser qu'il y a 2 récits enchâssés et que donc les actions des personnages décrites dans cet extrait correspondent à des actions qui ont lieu à 2 moments différents. Donc, on a
proposer donc dans notre worksheet, c'est la première activité que vous voyez, on propose donc à l'élève d'identifier les 2 marqueurs de temps présents dans l'introduction. À partir de ce moment-là, on lui demande, à la lumière de ces marqueurs de temps, de retrouver, et à l'aide aussi des temps verbaux, de retrouver les actions qui correspondent aux 2 marqueurs de temps présents dans l'introduction. Et à partir du moment où il retrouve ces actions, il est capable de différencier les 2 récits, de différencier la temporalité de ces 2 récits et aussi de différencier les actions des personnages à 2 moments distincts du récit. Et il en est de même pour les personnages, et les bulles que vous voyez sur lesquelles il y a un zoom actuellement les amènent justement à associer ces actions aux personnages en un temps donné, dans un récit donné. Nous avons aussi proposé des fiches stratégie générales de production que Benjamin va vous présenter à présent. Alors, donc, stratégie générale de production, parce que, évidemment, l'acquisition de stratégies transférables, c'est valable pour la compréhension, mais également pour la production. On fait tous le constat très très simple, hein. Depuis le début du collège, voire même à la fin du primaire, les élèves enchaînent les exposés, que ce soit en histoire-géographie, en français, dans d'autres matières, et à chaque fois qu'il s'agit de leur faire une tâche de prise de parole en continu, par exemple, tel que c'est le cas ici, hein, faire une présentation orale, on constate que nos élèves sont complètement perdus, ils ne savent pas par quoi commencer, ils ne savent pas quelle est la posture à adopter, ils ne savent pas comment structurer leurs propos. Donc, dans nos pages stratégies, nous avons également inclus donc, des fiches méthodologiques, stratégiques de production pour sensibiliser les élèves aux compétences pragmatiques qui sont indissociables de toute tâche de production. Donc les compétences pragmatiques, voilà, vous les connaissez, hein, c'est d'abord la compétence discursive, donc la cohérence et la cohésion du propos dans la production, et la compétence fonctionnelle, à savoir le format de la production et également sa visée, comment on utilise la langue pour réaliser une tâche. Là encore, les stratégies générales de production, nous les avons déclinées en plusieurs étapes que nous avons voulu le plus clair possible et surtout progressives, comme en réception, donc à savoir dans quel ordre est-ce que je dois traiter ma tâche de production. Et là encore, elle s'accompagne de tutos vidéo, les tutos de Caro, qui ont pour vocation d'expliciter la démarche auprès des élèves. Ces compétences de production, on les retrouve bien évidemment dans les pages Your Mission, donc sur la diapo suivante, qui sont les tâches finales, donc la catégorie Your Mission, qui sont donc des tâches complexes qui mobilisent différentes compétences, différentes stratégies de production. Donc, bien évidemment, toutes les unités de Skywalks se terminent par une tâche finale, à l'exception des 4 jeux qui, eux, sont actionnels de A à Z, hein, étant donné qu'il s'agit de comprendre pour faire quelque chose de concret. Là, nous sommes sur une tâche finale de production orale, donc pour laquelle on pourra faire un parallèle avec la fiche Strategies que nous avons vue juste avant. La tâche finale est indiquée voilà, en tête de page, voilà, sous le petit logo. Et là encore, nous avons décliné cette mission en différentes étapes, step 1, step 2, step 3, step 4, voilà, pour guider l'élève dans sa réalisation. Et nous avons assorti également le cheminement de cette tâche finale à des tips, les how-to que vous voyez en marge à droite et en bas de la page, qui mettent l'accent, donc des tips qui mettent l'accent sur les incontournables de la production et peuvent donner aux élèves des pistes, voire même des amorces pour ce qui est de la formulation du contenu. Et donc ces différents tips sur la page Your Mission, vous la retrouverez également sur la diapo suivante, donc dans le guide pédagogique voilà, que voici.
que Sabine va vous détailler. Alors, ces pages missions sont toutes, sans exception, associées à une worksheet qui s'appelle la worksheet mission, donc worksheet de préparation à la mission, qui se présente sous la forme, comme vous le voyez à l'écran, d'une checklist détaillée en fonction des objectifs, d'où les cases, lexique, grammaire, pragmatique avec la catégorie format de la production, culturel et parfois citoyen. Et ces worksheets peuvent avoir une double évaluation, c'est ainsi qu'on les a pensés et qu'on les a souhaités. Donc l'élève, il découvre d'une part les critères de réussite et les contenus indispensables à sa production, donc quel lexique utiliser, quel point de grammaire utiliser. C'est donc un support d'auto-évaluation et de préparation à l'évaluation pour lui, pour être sûr qu'il a bien révisé ce qu'il fallait. Et ces critères de réussite, donc cette worksheet, peut aussi être utilisée par l'enseignant en appui des fiches d'évaluation et de notation qui sont présentes dans le guide pédagogique et qui, pour chaque mission, détaillent les attendus et associe un nombre de points à chaque attendu, de façon à ce qu'il y ait une aisance d'utilisation et une aisance pour noter les élèves à partir de noter les productions que les élèves vous ont faites suite au sujet d'évaluation proposé. Donc la slide suivante va vous être présentée par Benjamin et cette fois-ci on entre dans la transférabilité dans l'acquisition du vocabulaire. Donc Benjamin. Désolé, j'avais désactivé mon micro. Donc, quand on parle de construction de compétences, bien sûr, il y a des compétences langagères, progresser en compréhension orale, écrite, production orale en continu, en interaction, et production écrite, et puis également la médiation. Mais, bien évidemment, nous n'oublions pas les compétences qui sont linguistiques. Au premier rang desquelles, voilà, une compétence qui, parfois, est considérée comme un peu le parent pauvre, si je puis dire, de la compétence linguistique, à savoir l'acquisition du lexique. Alors, on part du postulat, et je suppose que tout le monde sera d'accord avec ça, que l'acquisition d'une compétence lexicale ne se limite pas à l'apprentissage de vocabulaire. À ce titre, je m'autorise à faire un rappel très rapide sur le fait que la recherche considère que un locuteur natif a une maîtrise de 15 000 familles de mots. Pas 15 000 mots, mais 15 000 familles de mots. Pour les apprenants, le niveau A2 présuppose que les élèves maîtrisent 1000 familles de mots. Pour le niveau B1, c'est 2000 familles de mots. Et la tâche sera encore plus grande pour Skyworks première et terminale, vu que au niveau B2, c'est 4000 familles de mots qui doivent être maîtrisées par les apprenants. Alors bien sûr, l'apprentissage du vocabulaire fait partie de, de l'enrichissement lexical des élèves. Ainsi, nous avons des banques lexicales et des mind maps qui vont s'afficher tout de suite, qui sont proposées dans les unités. Là, par exemple, vous avez l'exemple d'une mind map sur la troisième unité du manuel, Nigeria on the Move. Vous avez également dans le manuel aussi des bandeaux de couleurs avec du vocabulaire utile, en plus, bien sûr, des notes lexicales en bas des documents. Et donc, ces mind maps et ces banques lexicales répondent à la nécessité de développer l'étendue du vocabulaire des élèves en répondant avant tout à un besoin de communication. Les mots que nous faisons figurer dans la mind map sont des termes dont les élèves auront besoin et qu'ils retiendront d'autant plus facilement qu'ils en ont eu besoin pour s'exprimer ou rendre compte de ce qu'ils ont compris. Mais pour que l'apprentissage du vocabulaire contribue à la construction d'une réelle compétence lexicale, donc qui dit compétence veut dire également une approche raisonnée, structurée, nous avons accompagné cette réflexion de la catégorie Howard's Work, qui s'affiche maintenant à l'écran, voilà, que nous retrouvons dans les pages des unités, mais également en fin d'unité, qui met donc le focus sur un phénomène lexical auquel
les élèves seront confrontés dans leur parcours. Alors là, vous avez par exemple le cas des mots transparents et des faux amis, qui sont une question lexicale importante. Mais cela va dans le sens d'une démarche d'explicitation. On a d'autres catégories, telles que par exemple la formation des mots, la composition, la dérivation, les familles de mots, la place, la nature de ces mots dans l'énoncé, leur sens possible par rapport au cotexte, les stratégies d'inférence, les variations de sens en fonction de la nature syntaxique, etc. Donc tout ceci rentre dans l'apprentissage d'une compétence lexicale qui va au-delà de la simple mémorisation d'un vocabulaire qui sera enregistré une fois par les élèves et qui sera oublié dans les semaines qui viennent, faute de réactivation. Alors, Toujours sur la compétence lexicale, vas-y Sabine, je t'en prie. Nous avons aussi fait le choix de créer ce qu'on appelle un Vocab Lab. Et ceci part de notre expérience à tous enseignants face à certaines difficultés récurrentes chez grand nombre de nos élèves sur des points de lexique très particuliers et qui sont très gênants pour les élèves. Donc, en fait, nous avons créé 6 fiches centrées sur ces fameuses difficultés récurrentes que je viens de mentionner, 6 fiches que je vais vous citer. Comprendre la formation des mots, élucider le sens d'un mot, enrichir un écrit, utiliser les prépositions de temps et de lieu, situer dans le temps et utiliser un lexique varié. Nous avons donc créé ces fiches pour essayer d'aider les élèves sur ces points-là bien particuliers. Vous avez celle à l'écran sur les prépositions de temps et de lieu. Et nous avons décidé de partir des invariants de sens plutôt que de partir sur des cas particuliers que nous allons lister. Quelque chose qu'un élève retient facilement. Et nous avons à nouveau associé ces feuilles, ces fiches de Vocab Lab à les fameux tutos de Caro. Et vous avez ici à l'écran un exemple particulier sur la différence d'utilisation des prépositions in, on, at. Alors, ces tutos présentent une approche raisonnée du point, choisie, basée sur des exemples, mais on y trouve aussi une mise en activité de l'élève qui fait que ces tutos peuvent à nouveau être utilisés en autonomie et en entraînement par l'élève dans l'enclenchement d'une séance de compréhension ou avant une séance de production. Notre travail, on a continué ce travail justement avec la compétence phonologique, puisqu'on est parti sur la même idée. Donc, ça va apparaître sur la slide qui arrive maintenant et qui va vous être présentée par Benjamin. Voilà, donc pour terminer cette présentation, en tout cas, on termine sur la compétence phonologique. Alors, nous avons essayé d'appliquer la même démarche à la compétence phonologique que ce que nous avons fait sur la compétence grammaticale, c'est-à-dire qu'elle soit le plus intégrée possible à l'exploitation des documents de compréhension. Bon, là, en l'occurrence, les documents vidéo et les documents audio. Donc, on va vous donner 2 exemples. Le premier qui est extrait de l'unité que nous avons déjà montré en partie sur le mythe du cowboy. Voilà, un reportage sur le festival de Nashville. Document audio-vidéo, donc audiovisuel, où après les émissions d'hypothèses, les élèves ont leur attention sur un phénomène phonologique qui est particulièrement fréquent à chaque fois que nous avons des énumérations, c'est-à-dire l'intonation. Quand on a des énumérations, on le sait bien, l'intonation monte tant que la liste n'est pas terminée, et à la liste, l'intonation descend. Donc c'est un élément structurant du discours, c'est un facteur de compréhension, c'est une aide à la compréhension que nous avons donc choisi de rendre explicite d'une part dans les consignes, et d'autre part dans la rubrique How Sounds Work, que l'on trouve également donc dans les pages de l'unité, et qui va conceptualiser un petit peu plus le phénomène, passer du phénomène
spécifique, précis, relatif à un document particulier et de le conceptualiser pour voir dans quelle mesure ce phénomène est régulier dans certains types de situations plus ou moins prévisibles. Également, donc le deuxième exemple que vous avez en dessous, qui est extrait de l'unité Hip Hop Goes Green, voilà, sur la tendance un petit peu écolo dans le rap. Et comme il s'agit de rap et de slam, donc ça veut dire qu'il y a des phénomènes phonologiques précis, à savoir l'accentuation plus fortement accentuée sur certains items, sur certains mots lexicaux, que l'on retrouve donc dans le premier point de la mise en œuvre. Hein. Alors, vous voyez marqué Way to B1+, ça correspond à des parcours différenciés que nous proposons pour certains documents dans les unités, voilà, pour tenir compte du niveau réel des élèves. Et donc, la première consigne de l'approche B1+, B1+, on reste en français, voilà, demande de se concentrer sur le rythme et qu'est-ce que ce rythme évoque, qui renvoie donc sur la catégorie How Sounds Work, que vous trouverez sur la même page, sur l'accentuation des mots les plus importants, leur mise en relief dans certains types de discours tels que la poésie, le rap ou le slam. Et pour terminer à la diapo, nous avons les tutos de Caro, mais nous avons aussi la phonologie de Willy, où l'un de nos auteurs a très gentiment accepté de se prêter au défi de se faire filmer en explicitant 4 points de phonologie que vous avez certainement vu dans le précis phonologique du manuel. Là, en l'occurrence, ici, l'intonation, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend, avec également des rappels sous forme de tips qui font une approche également comparée de l'addiction en français et en anglais, l'addiction en 2 mots, hein, on est bien d'accord, ce qui permet à partir de là de dépasser l'idée du simple phénomène, mais de comprendre que c'est un élément structurant de la langue anglaise parlée, avec le phénomène des réductions vocaliques. Donc le précis phonologique se veut plus qu'un simple cours qui va empiler des phénomènes divers et variés. Le défi a été vraiment sur 4 pages. On n'a pas fait plus parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire un cours de phonologie. On ira plus loin, bien évidemment, sur Skyward première et terminale. Mais l'idée est de cheminer depuis des phénomènes segmentaux, à savoir la prononciation des phonèmes, vers des phénomènes suprasegmentaux, tels que les unités de sens, qu'on appelle parfois vulgairement les groupes de souffle, ou l'intonation, afin de donner aux élèves des outils de décodage en compréhension et également des réflexes abordables en production. Alors, la dernière slide de cette présentation porte sur le guide pédagogique. Et dans la continuité de ce que nous vous avons présenté jusqu'à présent, nous avons choisi de proposer un guide pédagogique différent, à la fois adapté aux professeurs chevronnés comme aux jeunes collègues. Ça, c'était un défi. Qui propose, donc ce guide propose une analyse globale de l'unité, d'abord en termes culturels, mais également une analyse synthétique de chaque document en lien avec la problématique. Et pour chaque document, nous mettons en valeur, nous indiquons à l'enseignant l'implicite présent dans le document de façon à simplifier son abord des documents et à lui faire gagner du temps. Chaque unité dans ce guide pédagogique est déclinée en 2 parcours pédagogiques possibles en fonction des profils de classe ou des choix des enseignants. Et c'est là que je vais en venir, car pour chacun de ces parcours, on a développé, on a indiqué les stratégies transférables utiles présentes à chaque étape de la séquence. Et on a aussi souligné les points de vigilance dans la mise en œuvre de façon à ce que les enseignants ne rencontrent pas, excusez-moi, d'obstacles dans cette mise en œuvre. Mais de façon à s'adresser à tous les types d'enseignants, on a aussi, pour chaque parcours, décidé de présenter une mise en œuvre clé en main, pas à pas, de façon à ce que entre une mise en œuvre, un parcours qui s'arrête sur les stratégies transférables et les points de vigilance pour certains enseignants qui préfèrent avoir une approche totalement personnelle
et individuelle du parcours pédagogique et de la séquence qu'ils vont mener face aux élèves. On est aussi, pour des collègues moins chevronnés, une approche plus guidante qui les amène d'un point A à un point B en essayant de leur faciliter l'entrée dans le métier. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de cette présentation et voilà, mon collègue et moi, Benjamin, je vais te repasser la parole. Vous remercions vraiment de votre présence et nous allons bien sûr nous soumettre avec beaucoup d'intérêt à la réponse aux questions. Alors, déjà, entendons-nous sur l'appellation nouveau programme, qui, sauf erreur de ma part, n'ont toujours pas été publiés dans leur version définitive, me semble-t-il. Mais bon, a priori, il est peu probable que que les projets de programme aient beaucoup bougé. Alors, c'est très, très, très vaste sujet parce que, comme beaucoup de collections de manuels, Skyworks n'a pas échappé à la règle. Au moment de l'annonce des changements de programme, il y a un petit peu plus d'un an par notre ancien ministre de l'Éducation nationale, nous avons dû mettre le projet à l'arrêt pendant quelques mois, le temps d'avoir une petite idée de ce à quoi ressembleraient les nouveaux programmes. Donc il y avait des choses qu'on avait prévues à la base, pardon, et que nous avons laissées de côté, que nous allons essayer de réutiliser ou non, parce il faut quand même que ça rentre dans le cadre. Et donc, on a revu notre copie à la lumière des axes. Alors, en seconde, il n'y a pas tant de nouveautés dans les axes, hormis le dernier, et surtout des fameux objets d'étude. Et nous avons essayé de redécliner justement nos unités en fonction de ces axes et des objets d'étude. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que on a cherché, donc à chaque fois qu'on a fait la recherche documentaire pour nos unités, ou qu'on a dû la réadapter pour que ça colle davantage au projet de programme, nous essayons toujours d'anticiper, d'une part, à partir de l'analyse minutieuse des documents, qu'est-ce que nous voulons que les élèves retiennent comme sens, qu'il s'agisse du cœur de sens ou de certains détails qui peuvent avoir leur intérêt. Et nous essayons toujours d'anticiper les productions possibles des élèves et comment, à partir de ces productions, on peut les emmener sur des productions plus satisfaisantes, plus complètes et surtout plus nuancées. Parce qu'elle se situe là, en fait, la différence entre un niveau A2+, et un niveau B1, B1+, et B2, tout est une histoire de nuances, en fait, de nuances de les capacités de compréhension et d'expression. Donc, on a pensé le cheminement, en particulier lexical, à partir de ce qu'un élève pourrait produire et comment est-ce qu'on pourrait enrichir. C'est une démarche qu'on retrouve dans les documents et qu'on retrouve aussi dans le Vocab Lab. Par ailleurs, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais Alors, dire, Sabine. oui, Je crois que tu étais sur le point de parler, effectivement. Pour être encore plus précise par rapport à la question de la personne, nous avons bien sûr pris connaissance de ces termes obligatoires qui sont mentionnés dans les programmes que je vais qualifier de pré-programmes, puisqu'ils n'ont, comme a dit Benjamin, toujours pas été publiés. Donc, ces termes, nous en avons tenu compte, bien évidemment. Ils apparaissent dans les cartes mentales qui sont associées à chaque unité, mais il y a aussi, pour le cas de vocabulaire qui, par hasard, à cause de l'axe que nous avons choisi, enfin de l'entrée, pardon, que nous avons choisi pour traiter l'axe, n'apparaîtrait pas. Nous avons associé, prévu 6 cartes mentales supplémentaires qui se situent à la fin du manuel, entre la page 266 pour être précise et la page 271, qui reprennent dans leur intégralité, mais en les classant, le lexique obligatoire mentionné dans ces pré-programmes. Alors pourquoi les avons-nous classés? Pour la bonne et simple raison que les recherches montrent, et d'ailleurs les anciens programmes le disent, que la mémorisation est facilitée par le classement. Qui dit absence de classement des termes, dit absence de mémorisation. Donc nous les avons classés par thème et nous avons aussi, en complément des cartes mentales associées à chaque unité, ces cartes mentales récapitulatives à la fin du manuel.
Et qui Voilà. plus est, j'ajoute que ces cartes mentales récapitulatives sont également classées, donc d'une part par catégorie syntaxique, mais également il y a une progressivité dans la complexité du Tout à fait. lexique. Voilà, vous avez un orange clair pour le lexique qui sera plus facilement assimilable par un élève dont le niveau B1 n'est peut-être pas très très bien dégrossi, et le vocabulaire que l'on peut viser pour atteindre vraiment le niveau B1+, qui est préconisé par les programmes. Et tous ces mots sont bien évidemment enregistrés et vous avez ces mots, la version sonore de chacun des mots qui est disponible. Voilà. Voilà. Et ce à quoi on faisait référence aussi tout à l'heure dans les vocab labs, c'est que vous avez également une fiche dans les vocab labs qui s'intitule Utiliser un lexique varié, qui essaie de sensibiliser les élèves à l'idée qu'il y a certains mots, au bout d'un moment, il faut qu'on les nuance un petit peu plus. Donc, par exemple, au lieu de dire good, qu'est-ce qu'on peut dire? Au lieu de dire bad, au lieu de dire see, have, say, know, think, etc. Comment enrichir ce lexique-là pour gagner toujours davantage en nuances? Alors, et bien évidemment, nous avons associé à chaque point phonologique qui est traité dans chaque unité. Donc, je répète, dans chaque unité, nous avons un point phonologique qui est traité. Alors, tout à l'heure, Benjamin a parlé de suprasegmental et de segmental. Donc, en gros, la façon dont nous avons réagi, c'est-à-dire que si la mission finale est à l'oral, bien évidemment, dans la production finale et dans son évaluation, ce qui est le plus évident et le plus important, au-delà de la prononciation d'une voyelle particulière ou d'une consonne ou d'une semi-consonne particulière, qui a son importance mais qui n'est pas fondamentale, c'est plutôt du dire la segmentation, comme a dit Benjamin, des groupes de souffle ou des unités de sens, c'est très important, sinon c'est un obstacle total à la compréhension. Donc on a associé des phénomènes plus larges de phonologie, du suprasegmental, quand la mission était à l'oral. Et quand la mission était à l'écrit, on a quand même mis un point de phonologie, mais dans ce cas-là, on s'est focalisé sur des prononciations de phonèmes, par exemple, car c'est quelque chose qui est moins, comme la tâche finale est à l'écrit, ça nous laisse un moment pour travailler ces phonèmes en particulier. Et à chaque point abordé, pour chaque point abordé, excusez-moi, on a bien évidemment prévu des exercices. Alors, des exercices de format différents. Certains sont des exercices de repérage. On est toujours passé par le système repérage, reproduction et à nouveau transférabilité. Donc, les élèves sont amenés à repérer, donc il y a des pistes enregistrées, sont amenés à repérer, à écouter, à différencier, pardon, et ensuite à répéter, écouter, répéter, et ensuite à produire et à vérifier à partir d'une prononciation donnée si ce qu'ils ont produit correspond à ce qui est produit dans la correction. Mais oui, effectivement, la compétence phonologique, on amène les élèves à s'exercer. Il y a l'exercice interactif, évidemment. Et pour répondre à une question donc, que j'ai vu passer, les exercices interactifs sont généralement des exercices de type QCM, de choisir la bonne réponse pour une raison très simple, c'est que comme ce sont des exercices qui sont autocorrigés, ils ne sont pas censés rajouter du travail de correction en plus à l'enseignant. Vous avez déjà tellement fort à faire. L'idée, c'est que l'élève puisse le faire en autonomie et puisse avoir la correction directement. Et le problème, c'est que si on leur demande de saisir une phrase entière, il suffit juste qu'il y ait le moindre déplacement d'accent, de virgule ou une majuscule qui soit insérée accidentellement. La réponse de l'élève est considérée comme fausse dans ce cas-là, alors que voilà, c'est juste une faute de frappe. Donc voilà, les exercices sont tous de format type QCM, choisir, classer, trier et des choses de ce type, avec quand même suffisamment de variété pour qu'on s'y retrouve. Alors, oui, nous avons choisi ces jeux. Alors, ce sont des jeux sérieux. Alors, il y a deux types de jeux, en fait. On a fait des jeux type Escape Game qui prennent plusieurs pages, qui se font à partir du manuel numérique et donc qui systématiquement amènent à rechercher quelque chose dans des documents qui vont apparaître. L'élève fait une recherche, donc mobilise ses capacités de compréhension pour prélever des éléments, trouver des réponses à ces questions
et résoudre des énigmes. Mais il y a aussi les jeux que nous avons tenu à associer à chaque unité. Il y a des jeux, il y a des quiz, je vais en dire 2 mots parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Donc ces jeux sont des jeux alors plus ou moins sérieux, des jeux. Alors il y a des jeux dans les quiz aussi, hein, donc voilà. Ce sont des jeux qui vont aussi avec la rubrique qu'on a intitulée Enrich Your Culture, qui est présente sur chaque unité et qui Ah, permet à les c'est Play and Learn, Sabine. C'est Play and Play and Learn. Learn. Oui, non, mais ils vont de pair avec Play and Learn. C'est-à-dire que Ah oui, oui, pardon, oui, ça oui. se ressemble. C'est-à-dire qu'il y a, on va les amener, par exemple, sur Jamaica, à écouter divers types de musique, divers types de chansons, à travailler, par exemple, la phono sur des paroles de Bob Marley. Donc, on va les amener à nouveau mettre en œuvre des choses qui sont importantes, des compétences phono, lexique, etc., etc., de façon ludique, hein, pour continuer les apprentissages. Et les quiz qu'on a fait, qui sont interactifs, eux sont des quiz qui les aident, sous forme de jeu aussi, à préparer les évaluations et à revenir par des petites questions sympas sur les points travaillés, que ce soit en lexique, en phono, en grammaire, et même les aspects culturels travaillés dans l'unité. Voilà, on a essayé de rendre ce côté un peu ludique pour faciliter l'accès à nos élèves et aux caractéristiques de nos élèves aujourd'hui. Voilà. Si je peux juste Benjamin. compléter sur ce que Sabine vient de dire, les rubriques Play and Learn donc, que vous trouvez dans les unités, elles ont également alors, elles ont une dimension ludique évidemment, mais une dimension ludique que nous avons voulu maintenir en corrélation directe avec le contenu culturel. L'idée, c'est pas juste de faire des jeux pour le plaisir de faire des jeux, c'est que ça reste toujours en lien avec le contenu culturel de l'unité, voire même, comme le disait Sabine, hein, en lien avec la rubrique Enrich Your Culture, de les amener à développer même encore un petit peu plus cela. Et l'idée aussi, d'un point de vue tout à fait concret pour l'enseignant, vous faites une activité avec vos élèves, une activité en groupe par exemple, une activité différenciée, et vous avez toujours des élèves qui ont terminé avant les autres. Si le temps de travail est un petit peu plus long que ce qui était prévu, vous avez très vite des élèves qui ne savent plus trop quoi faire, le temps que les camarades terminent. Donc, pour éviter qu'ils soient trop désœuvrés, désœuvrement peut parfois mener à de l'agitation, les pages Play and Learn, justement, c'est des choses auxquelles les élèves peuvent se référer dans ce cas-là et faire un petit jeu en lien avec l'unité, avec le chapitre, avec le contenu culturel pour approfondir un petit peu ou même pour s'aérer un petit peu l'esprit. C'est toujours mieux que de dessiner dans son cahier d'anglais ou bien alors sortir un livre qui n'a rien à voir ou pire de sortir le téléphone. Et puis, ça fait toujours un petit enrichissement supplémentaire sans avoir l'impression d'apprendre. On a trouvé le concept assez sympathique.